Alors là, je vais parler juste en deux slides du guide de l'ADEME Créer une éco-entreprise. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui avait été rédigé par mon collègue Guy-Franck Merlot. Donc c'est pour accompagner le créateur d'éco-entreprise afin qu'il intègre toutes les spécificités de la filière de l'environnement. Donc vous pouvez le télécharger sur le site de l'ADEME et c'est un document qui fait 25 pages. Il n'est pas très long. Il est écrit en 4 chapitres. Le premier, c'est sur le projet personnel du créateur d'éco-entreprise. Le deuxième, c'est de l'idée au projet, les étapes à ne pas manquer. Donc il donne des conseils pour quel type d'éco-entreprise je veux créer, à quoi il faut penser, les éco-activités dans lesquelles il est possible de créer, l'étude de marché, l'importance de l'étude de marché, positionner son offre, les éléments financiers. Le chapitre 3, c'est sur le projet, du projet en lancement de l'activité. Donc il parle des risques qui sont liés à la création, les sources de financement, donc il donne des conseils là-dessus, la forme juridique, les approches à ne pas négliger, tout ce qui est intelligence économique par exemple, les compétences pour développer son activité, et puis il y a une conclusion. Donc c'est un document qui fait 25 pages, donc n'hésitez pas à le télécharger et puis à le diffuser autour de vous. Alors le Club ADEME International, est-ce que vous le connaissez? C'est un club qui s'est créé en 1997 à l'initiative de l'ADEME, qui est parrainé par le ministère de l'écologie, de l'industrie et du commerce extérieur et qui rassemble plus d'une centaine d'éco-entreprises françaises innovantes. Donc ils sont actifs sur le marché mondial du développement durable. Et l'idée donc c'est de soutenir ces éco-entreprises françaises dans le développement en consortium de projets innovants à l'international. L'offre est proposée. Il y a 5 offres. Une coopération publique-privée renforcée. Donc ça veut dire qu'ils organisent régulièrement des réunions entre ces entreprises et des organismes publics qui sont par exemple en charge d'innovation ou en charge de développement à l'international. Une mise en réseau avec des entreprises exportatrices donc pour favoriser les échanges de bonnes pratiques. Ils mobilisent donc leurs adhérents donc de ce club en leur parlant des programmes et appels d'offres européens et internationaux. Donc il y a des sessions d'information et de formation. Ils valorisent les bonnes pratiques. Donc il y a une lettre du club international qui sort tous les trimestres. Il y a un catalogue qui est sorti ces 2 dernières années, export suivant la thématique. Il y a le site internet du club que vous trouverez donc facilement. Et il y a des rencontres régulières avec des délégations étrangères, la participation par exemple à Polytech, Polytech Maroc, à différents événements nationaux et internationaux. Donc je vous ai mis le lien pour y accéder et vous trouverez le formulaire d'adhésion. La cotise, ça va de 500 à 4000 euros je crois. Il y a quand même un petit dossier à remplir pour expliquer ce que fait l'entreprise, comment elle commercialise, où est l'innovation, il y a un petit dossier à remplir. Alors là, je vais passer dans mon cœur de métier. Le programme ETV. Donc, je travaille sur le programme ETV depuis 4 ans. C'est un programme qui a été lancé par la Commission européenne fin d'année 2011. Donc, ETV, ça veut dire Environmental Technology Verification. C'est la vérification des performances d'une éco-technologie innovante. L'idée, c'est d'aider à promouvoir les éco-technologies innovantes. Et donc, comme vous voyez en bas, les logos, c'est soutenu donc, par l'ADEME, le ministère de l'écologie, le ministère de l'industrie. Je vais commencer par les principes du dispositif. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la vérification, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire, c'est la vérification d'allégations de performance par une tierce partie. Donc, c'est le développeur qui est au milieu, là, ou le vendeur d'éco-technologie innovante, qui arrive sur son marché avec une éco-technologie innovante et qui veut convaincre un acheteur, donc qui est à droite, que cette technologie est vraiment performante. L'acheteur, il se pose des questions, il se dit mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme il me le dit? Il m'a filé plein de rapports, je ne comprends rien, est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai du mal à le croire, je suis un peu réticent à acheter cette technologie. Donc le développeur, il a du mal à le convaincre. Il a la possibilité d'utiliser ce dispositif ETV. Donc c'est sur la base du volontariat. Et comment il fait? Il prend contact avec un organisme de vérification, donc qui est en haut à gauche, avec sa loupe. Et il fait une allégation de performance. Il revendique une performance. Donc il dit par exemple, ma technologie de traitement des poussières réduit les poussières de 90% dans certaines conditions. Et pour prouver que cette technologie est si performante, j'ai réalisé des tests pendant le développement de la technologie. Donc je vous file tous mes rapports de tests. Et donc l'organisme de vérification, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa loupe, il regarde si tous les tests ont été réalisés dans de bonnes conditions, il regarde tous les rapports, il regarde tous les résultats et il compare ces résultats avec les allégations de performance. Et s'il manque des choses, il peut demander à ce qu'il y ait une structure de test qui intervienne. Donc il y a des tests qui sont réalisés, il y a de nouvelles informations qui arrivent à l'organisme.
Et l'organisme donc rédige un rapport de vérification qui est en cohérence avec l'allégation. Donc à la fin, quand tout se passe bien, le rapport dit oui, moi, organisme de vérification, j'ai tous les éléments en main pour dire que la revendication qui est faite par le développeur, la revendication de performance est bien vraie. Donc il rédige un rapport et il rédige une synthèse. Donc le rapport est plutôt confidentiel, la synthèse par contre est publique, dans lequel on retrouve les paramètres qui ont été vérifiés. Et donc par cette vérification par une tierce partie, par quelqu'un d'indépendant et qui est expert, le développeur acquiert une valeur ajoutée dans sa commercialisation et peut plus facilement convaincre un acheteur. ETV, ce n'est pas de la certification ni de la labellisation, parce qu'il n'y a pas de cahier des charges au départ. Donc la technologie ne doit pas suivre un cahier des charges. Le cahier des charges il est élaboré entre le développeur et l'organisme de vérification. C'est ensemble qui rédigent le cahier des charges. Il y a un programme pilote européen et un programme expérimental national, donc je vais vous en parler un petit peu plus loin. Alors, les intérêts, pourquoi faire appel à ETV? Les intérêts pour les vendeurs, donc c'est, comme je vous l'ai dit, pour les développeurs, c'est faciliter l'accès au marché de la technologie. Comment? En obtenant donc un rapport de vérification, surtout une synthèse, qui aura été vérifiée par une tierce partie qui est reconnue. Et c'est utiliser ce rapport pour convaincre les premiers acheteurs, y compris à l'export, parce que c'est les premiers acheteurs qui sont le plus difficiles à convaincre. Une fois qu'il y a des opérations de démonstration qui ont été faites, c'est plus facile de convaincre les potentiels acheteurs. Et y compris à l'export, parce que je vous ai dit que c'était un programme européen, donc la reconnaissance se fait au niveau européen. Intérêt pour les acheteurs, c'est réduire le risque lors de l'achat, parce que ils savent que la technologie a été vérifiée par quelqu'un d'indépendant qui s'y connaît. Et qui sont ces acheteurs? Parce que là je ne l'ai pas mis, mais ces acheteurs ce sont à la fois les entreprises mais aussi les collectivités. Donc les collectivités actuellement elles regardent de plus en plus le dispositif ETV, parce que acheter de l'innovation c'est un risque, des fonds publics qui peuvent être perdus, donc ETV ça peut apporter une sorte de garantie. Et ça facilite aussi les discussions avec les financeurs et les assureurs lors de la réalisation du projet. Donc, par exemple, dans le domaine de la méthanisation, tout ce qui est financeur, assureur, il y a beaucoup de discussions. Et c'est vrai que ça peut être une valeur ajoutée dans le dossier. Alors, quels sont les critères d'éligibilité à ETV? Alors, la première, c'est qu'il faut que ça appartienne à une famille technologique. Il y en a 7 ici, qui sont des 7 classiques. Surveillance et traitement de l'eau. Des technologies de surveillance et traitement de l'eau, matériaux, déchets et ressources, et nouvelles technologies de production d'énergie. Donc là, on reste dans le cadre du programme européen. Donc quand il y aura une vérification qui est faite par un organisme de vérification, la reconnaissance est européenne. En dessous, surveillance et traitement de l'air, sol, nappe phréatique, écotechnologie en agriculture et tout ce qui est procédé industriel. On est sur un programme national, parce que la Commission européenne n'a pas voulu ouvrir son programme européen sur celle-là. Elle a voulu d'abord expérimenter les 3 autres, et ensuite, si les résultats sont bons, s'ouvrir sur les 4 suivantes. Et nous, l'ADEME, avec les ministères, on a décidé d'anticiper cette ouverture. Et donc, actuellement, il y a des vérifications sur ces domaines-là. La seule contrainte, c'est que la reconnaissance n'est qu'au niveau national, la vérification. Pour passer à ETV, il faut que la technologie soit prête à être commercialisée. Donc, qu'elle soit à la fois au moins disponible sur le marché, ou au moins disponible à un stade, un prototype par exemple, où il n'y aura aucun changement substantiel qui va avoir une incidence sur les performances de la technologie. Ce serait dommage qu'une entreprise commence à faire une vérification de son prototype, la vérification se termine, il se dit « Ah ben je vais changer un petit truc », la performance change, dans ce cas-là il ne pourra pas réutiliser sa vérification. Donc il faut vraiment attendre que le prototype soit bien stabilisé et que la performance soit bien définie. Bon, il faut qu'il y ait un marché derrière, que ça réponde à des besoins et que ça respecte des exigences légales. Et c'est pour favoriser l'innovation. Donc il faut qu'ils mettent un niveau suffisant d'innovation technologique. Ça veut dire quoi, un niveau suffisant? J'étais sûr. Il faut qu'il y ait de l'innovation. Donc là, j'en ai cité quelques-unes des entreprises. Donc il y a l'entreprise Etera, dont on a parlé hier, qui a sa vérification qui est terminée. Il y a l'entreprise Soleo Service. Donc Etera, c'est sur la mesure de formaldéhyde en air intérieur. Soleo Service, c'est une technologie de traitement des pollutions complexes en solvant. Donc c'est des pollutions des sols. L'entreprise Base, qui est en Aquitaine, c'est un panneau solaire hybride qui émet à la fois de la chaleur et de l'électricité. Donc une vérif qui va se terminer en mois de juin. On a un biomatériau, un polymère biodégradable issu de ressources renouvelables qui est l'entreprise Futuramat. Et on a dans le domaine de l'eau une technologie BHO filtre qui est un procédé monoétage
par culture fixée de plantée de roseaux. Donc c'est l'entreprise Syntea. Parmi les autres entreprises, il y en a une en Alsace qui est Iner Solutions dans le domaine de l'assurance de la qualité d'air. Il y a Blue Industry Science sur le domaine d'air intérieur. Il y a Azimut Monitoring qui doit être en Rhône-Alpes. Il y a Enoveo sur le domaine des sols et de l'eau. Il y en a une autre en Normandie qui s'appelle Laser Lighting sur tout ce qui est éclairage de nappes industrielles. Donc on a 12 vérifications ETV. Alors le coût de la vérification ETV c'est de 20 à 40 000 euros. Ça reste assez conséquent. On est sur des premières vérifications. Il y a une optimisation qui va être possible. Parce que comme je vous l'ai dit auparavant, le travail qui est fait par l'organisme, c'est du travail de loupe. Donc les entreprises, quand elles vont voir l'organisme, souvent elles ont un dossier qui est vraiment mal ficelé. Elles ne savent pas dire quelle est la performance de leur technologie. On leur demande, mais votre technologie, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle a réduit les pollutions d'air. Mais de combien? Là, par contre, ils ont du mal à répondre. Quand on leur demande où est l'innovation, pareil, ils ont du mal à répondre. Donc il y a un gros travail qui est à faire en phase amont, avant qu'ils candidatent vers l'organisme de vérification, pour qu'ils aient un dossier de meilleure qualité et que donc le temps passé par l'organisme de vérification soit plus court. Alors en France, il y en a deux. J'aurais dû mettre le slide, je le rajouterai. C'est le Laboratoire national de métrologie et d'essai, qui est accrédité pour réaliser la vérification sur les 7 domaines. Je vous ai mis là. Et c'est une entreprise d'Aquitaine, une PME d'Aquitaine qui s'appelle Rescol, qui aujourd'hui est accréditée sur matériaux, déchets et ressources et qui au mois de mai sera accréditée sur production d'énergie et eau, et qui fait aussi des vérifications dans le domaine du programme national. Donc à partir de mai, c'est Rescol et LNE. Ce sont les deux organismes français et au niveau européen, il y en a 13. Et qui finance les 20 à 40 000 euros? Ce sont les entreprises, mais donc ces entreprises-là, en fait, elles sont soutenues par l'ADEME. On a lancé 2 appels à projets ces 2 dernières années. On a vu 45 candidatures, on en a retenu une quinzaine, donc on a 12 vérifications en cours. Et on relance un appel à projet cette année. Donc c'est pour ça, dans vos réseaux, n'hésitez pas à regarder si vous avez des entreprises qui sont potentiellement intéressantes à partir de juin. Alors, les 2 dernières années, on finançait de 50 à 70% la vérif. Ça dépendait de la taille de l'entreprise, micro-entreprise, moyenne, petite. Si tu veux, on peut compléter jusqu'à 100% pour faire un label pour les startups humains. Et nous, on développe. Bah oui. Le télé, c'est pas européen, c'est mondial. Enfin, j'ai pas mis le slide, mais je vais en parler aussi. Tu vois, en fait, il faut dire en fait, que c'est pas un truc européen. C'est pas le tout de l'Europe. Ah non. C'est un label international, très développé aux États-Unis, au Canada et au Japon. Et l'Europe, en fait, il n'y a personne en Europe. Ils ont fait un copier-coller. En disant il faut qu'on labellise aussi nos startups pour qu'elles soient nos PME, qu'elles soient à l'échelle mondiale, comparable à d'autres. Comme ISO 9000, truc, c'est pas ISO, c'est pas ISO. Alors moi j'ai une question très... Donc nous, on a développé dans la structure un programme TV avec un des 13. Oui, parce qu'en fait, qu'il soit là, oui, c'est pareil. Donc là, c'est NPL. C'est NPL. Et donc, je savais que NPL. Et je savais pas qui en France faisait ce travail de certification. Donc, je savais qu'il y avait l'ADEME, mais je ne savais pas qu'il y avait les. Donc on pourrait cofinancer pour couvrir à 100% quelques startups, ce ne sera pas une dizaine. Très sélective, il y a des startups qui ont besoin d'un label parce qu'elles vont être dans une compétition internationale. Justement, moi c'est ma question très concrète, c'est de dire aujourd'hui, qui est-ce qui demande à ce que ça soit labellisé ETV? Est-ce que des fonds commencent à le demander? Non, parce que c'est pas assez connu. Voilà, c'est pas connu du tout, pour l'instant c'est pas. Il va y avoir dans quelques temps la nouvelle norme ISO. Bien informé, hein. Qui peut éventuellement, c'est pas la même chose, mais concurrencer le TV. Et la différence d'ISO, c'est que si tu l'as pas, Ouais, la norme, il faut que tu aies quand même un client qui demande que tu sois conforme à la norme. En fait. Oui, si dans un marché où la référence est est-ce que tu es ISO 14000 machin, oui, d'accord, non, je ne sais pas. Parce que le TV, c'est pas ce niveau de notoriété. Oui, ça va devenir. Mais il y aura une autre norme ISO qui sera dans ce domaine-là, qui peut arriver. Qui va arriver l'année prochaine. Par exemple, on parle de
Moi, j'accompagne une PME qui est dans le traitement de l'air intérieur, notamment au secteur hospitalier ou para-hospitalier. On est donc dans la commande publique. Est-ce que ce type d'acteur, tu sais, alors en plus, parce que quand nous écoutons les communications de l'ADEME, tu sais, on dit bah, si c'est de la photocatalyse au dioxyde de titane, méfiance, si c'est mal fait, on peut avoir du relagage de nanoparticules, ou deux, on peut avoir des COV secondaires qui sont nocifs. Donc si tu veux, dans ce cas-là, si le secteur hospitalier dit moi pour intégrer une techno, j'ai besoin qu'elle soit labellisée ETV, tu vois, ça permettrait, parce que ça sera vachement utile, parce qu'aujourd'hui ça trouble, parce que tu as des mauvais acteurs, enfin tu as des gens, tu as des margoulins qui te le font sur le genou avec du dioxyde de titane acheté à la mercerie ou à la quincaillerie du coin, qui n'est pas efficace et qui te font on dégrade une technologie, alors que quand elle est bien mise en œuvre par des gens qui sont vraiment sérieux, je dirais, on n'a pas le label, je dirais, qui peut faire un contre-pouvoir. Et ça pose des vrais problèmes aujourd'hui, à tel point que si je prends cet exemple précis, soit tu passes par un expert de santé publique du secteur hospitalier et tu pars sur un équivalent, mais à l'intérieur de la fonction hospitalière, tu es parti pour 3 ans, tu racles, je dirais, ou carrément, tu vas sur d'autres marchés. On peut en être là. Donc c'est pour ça que c'est au niveau de maturité de prise en compte d'un vrai bon label technique, que le dispositif existe, c'est vachement intéressant, que dans un premier temps il soit financé pour l'amorçage, c'est vraiment bien, mais après sur le devenir, c'est est-ce qu'il y aura vraiment qui va le prendre quoi, en fait. Là-dessus, ça rejoint un peu mon slide sur la forte implication régionale. Donc ça fait 4 ans que je bosse dessus et je me rends compte que là, autour de la table, il n'y avait donc une personne qui le connaissait. On a décidé de passer par les régions pour bien communiquer sur l'existence du dispositif. Donc les acteurs des écotechnologies et innovations sont bien sûr présents en région. Donc là, j'en ai mis quelques-uns, les CRI, tout ce qui est les pôles de compétitivité, les agences de soutien à l'innovation, les technopoles, les laboratoires de recherche, structures de test. L'idée, c'est d'informer et de mobiliser ces acteurs. Donc on a commencé, on a lancé une opération pilote en région Midi-Pyrénées, où on est en train de monter un réseau ETV spécifique là-dessus. On va le dupliquer après en Aquitaine, et après Rhône-Alpes aussi fait partie des régions pilotes. Donc on veut passer par la région pour faire connaître le dispositif. Et pour répondre à ta question, sur les marchés publics, normalement, il y a la partie innovation qui est prise en compte, et il y a la possibilité de marquer dans l'appel d'offres que c'est un bonus d'avoir une labellisation ou une certification dans la réponse. Mais ça ne va pas plus loin pour l'instant. Mais il faut que ça soit inscrit dans l'appel d'offres. Ouais, donc il faut qu'il le sache. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez vu les fonds d'investissement? Non. Sur ce que tu as dit tout à l'heure, donc ETV, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça existe dans le monde depuis pas loin de 20 ans maintenant, c'était les Américains qui ont lancé le premier. Et donc il y a à peu près 1500 vérifications qui ont été faites partout dans le monde. Chacun des dispositifs, donc États-Unis, Canada, Europe, Japon, Corée du Sud, Philippines et Chine maintenant, ils fonctionnent un peu différemment. Donc c'est pour ça qu'il y a un groupe ISO qui se réunit. L'idée, c'est d'avoir une norme ISO qui harmonise un peu tous les dispositifs. Cette norme ISO va sortir l'année prochaine. Et donc, c'est une première étape vers l'harmonisation des différents dispositifs ETV. Donc, l'idée, c'est qu'après, une vérification qui aura été faite dans un pays soit reconnue ailleurs, dans le monde. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, on organise la première remise de la déclaration ETV pendant le Forum national des éco-entreprises du PEX, là, le 2 avril. Donc à la clôture, il y aura la première remise de la déclaration qui sera faite à Etera. Et pour répondre à une future question, pour l'instant, donc comme c'est la première remise, on n'a pas encore l'impact que ça va avoir sur la commercialisation de la technologie. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire à partir de maintenant, c'est suivre ces entreprises. Une fois qu'elles ont leur ETV, qu'est-ce que ça leur apporte en chiffre d'affaires, quelle est la valeur ajoutée, et prouver que les 20 ou 40 000 euros, même sans l'aide de l'ADEME, ça vaut le coup. Parce qu'il faudra que ça se fasse sans l'aide de l'ADEME. Vous pouvez juste redire l'ouverture de l'appel à projet?
juin. Je diffuserai l'information à partir de juin. Pas le réseau. Bah ouais, j'aurais pu le... Oui. Et les investisseurs, ça serait intéressant, parce que eux, ils doivent se dire, un investisseur, il voit 150 startups par an, il investit dans 10. À un moment, ça peut l'intéresser. Ouais. On a beaucoup bossé avec pas tout ce qui est les développeurs, mais sur tout ce qui est financeur, assureur. Là, on est très sec. Et tout ce qui est collectivité. Ouais. On a peu de contacts. Il faut vraiment qu'on commence à bosser avec eux. On n'en a pas beaucoup, les grands les MRTech et Oui. les NetTech. Ouais, voilà. Parce que je pense qu'ils connaissent, ils en ont entendu parler, mais voilà, c'est pas aller plus loin. Ça peut être des droits de transmission, parce que eux, ils se disent, moi j'ai besoin un peu de benchmarking. Ouais, puis en plus, ils ont aussi une capacité d'influence sur les marchés, par exemple sur le marché des collectivités territoriales, quoi. Parce qu'ils ont leur propre réseau. Et ils pourraient pousser en disant, celle-là, elle est bonne parce qu'elle est labellisée ETV. Comment? Je pense que à partir du moment où c'est, je pense qu'il faut faire l'analyse par rapport au marché dans lequel évolue la start-up. Si elle évolue dans un marché international, parce que 1500 vérifications dans le monde, c'est quand même pas énorme. Par rapport à tout ce qui est ISO et tout ça, et il faut vraiment que ça soit sélectif. Je sais pas, par exemple, on parlait d'INSEC tout à l'heure. Si jamais il va être dans un marché mondial et que dans ce marché-là, le TV est demandé comme un critère, dans ce cas-là, il faut y aller. Mais sinon, c'est pas sûr que c'est le développeur qui va l'emporter à court terme. Il faut amorcer. Il faut amorcer, oui. Ou le niveau d'innovation qui fait qu'il y a un frein à l'achat particulier parce que le client, qu'il soit justement plutôt consommateur ou consommateur potentiel, ne croit pas en l'hyper-performance du produit. L'industriel est réticent à telle ou telle technique. Ça peut encore être, à mon avis, un autre cas justifiant l'investissement et la levée du frein. Ce qui se passe au niveau national, on a 12 vérifications, la moitié c'est des technologies de surveillance de la qualité d'air intérieur. Il y en a 2 qui se sont lancés, et les 4 autres à côté, ils ont vu que leurs concurrents étaient partis, donc ils ont dit nous aussi on va suivre votre télé. Et l'entreprise BASE par exemple, elle utilise ETV pour faciliter la commercialisation, mais aussi pour rédiger un référentiel de test de technologies pour les technologies concurrentes. Parce que l'organisme de vérification, en fait, il rédige un protocole qui explique comment fonctionne la technologie et quels sont les tests à réaliser pour obtenir les performances revendiquées. Et donc l'idée, c'est que les concurrents, quand ils vont commencer à revendiquer des performances, c'est qu'ils utilisent ce référentiel pour pouvoir après se comparer par rapport à BASE ou à d'autres concurrents. Combien de temps entre la demande et la certification, mais avoir la bête en moyenne? C'est la question. Actuellement, on était sur 2 ans, mais beaucoup trop long, et on va passer sur 1 an là. Parce qu'on a dû rebooster un petit peu nos organismes de vérification. On est sur 1 an. Pourquoi? Parce que, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est quand ils réalisent des tests, les développeurs, ce sont des startups, souvent les tests qu'ils réalisent, ils les réalisent en interne. Ils le font presque dans leur garage, dans leur labo là. Et l'organisme de vérification, quand il regarde avec sa loupe, il dit moi les tests, je ne peux pas les prendre en compte parce que ils ont été faits un peu n'importe comment. Et donc il faut à minima qu'il y ait un système de management de la qualité ISO 9001. Et donc il y a des tests complémentaires qui sont réalisés, ce qui fait que la vérification va coûter plus cher et le temps va être plus long. Et il ne serait pas possible d'intégrer le dispositif pendant la mise au point du cadre de mesure pour éviter de refaire, vérifier ce qui est déjà en train d'être fait? Ouais, c'est ce qu'on fait dans nos appels à projets. Dans les appels à projets de l'ADEME, R&D, en fait, on a un paragraphe qui dit si vous êtes intéressé par le dispositif ETV, faites réaliser les tests. Vous allez réaliser les tests, c'est dans le programme, et faites-les réaliser de la bonne façon, c'est-à-dire en utilisant un système de management de la qualité, pour qu'ils soient facilement reconnaissables après par l'organisme de vérification. L'organisme de vérification, la fonction intervient toujours a posteriori. Non, on peut le contacter avant pour avoir des informations. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est donner du conseil sur le développement de la technologie. Mais il peut dire, il faut aller voir cette personne-là pour les tests, elle va vous aider, elle est ISO 9001, elle a tout ce qu'il faut pour
pour faire les tests. Je voudrais dire que pour des startups, Vas-y. pour des startups qui ont de toute façon pour objectif de faire certifier, ils ont tout intérêt avant même de commencer la test sur le proto quasi final, d'intégrer cette démarche-là pour être sûr de mettre en place leur propre test et être sûr d'être vérifiable. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Faire un essai par des tiers. Moi, dans le domaine du biocontrôle, qu'est-ce que je conseille? Est-ce que dans des pays comme les États-Unis, une labellisation ETV, elle est utilisée pour avoir une reconnaissance auprès du grand public? Alors ETV aux États-Unis est utilisé par l'USIPA, enfin, a été utilisé parce que le dispositif s'est arrêté en fin d'année dernière. Quand ils avaient un problème de pollution très spécifique comme hydrocarbures dans les océans ou dans la mer, ils ont besoin d'avoir des technologies performantes. Donc l'USIPA fait réunir des experts autour d'une table. Ils lancent un appel à candidature éco-technologie innovante. Ces experts rédigent un protocole de test. Toutes les technologies qui répondent à l'appel à projet passent dans ce protocole de test. Donc à la fin, ils ont des résultats, ils comparent les résultats et ils s'intéressent aux technologies qui sont les plus performantes. C'est comme ça qu'ils l'ont utilisé aux États-Unis. Tandis que là, le dispositif ETV européen est plus sur la base de celui du Canada, qui est du volontariat. C'est l'entreprise qui a besoin d'un coup de pouce pour commercialiser. Ok. Une dernière question, au-delà de TV, globalement. Yes? Je reviens un petit peu en arrière, c'était sur le guide de la création éco-entreprise. Est-ce que ça débouche, il y a un label éco-entreprise ou qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? C'est vraiment le soutien pour les gens qui veulent créer leur éco-entreprise à penser aussi à la valeur environnementale. C'est à l'image de l'entreprise. Exactement, ce genre de choses. Ouais. Mais niveau pensée d'entrée, vaut mieux s'adresser à l'ADEME en région ou pas directement? Sûr, ça dépend des actions. D'accord. Ouais. Ce qui est recherche, développement, innovation, c'est plutôt le siège social. Tout ce qui est aide à la décision, numéro 4, par contre, tout ce qui est diagnostic, pré-diagnostic, études de faisabilité, ça va être plutôt les régions. Ouais. Tout ce qui est territoire, c'est région. Parce qu'en plus, il y a des préventilations d'enveloppes par rapport aux différents fonds qui sont souvent gérés au niveau régional. Et en fonction des projets que tu as sur la région, ça veut dire il en reste ou il en reste pas, quoi. En gros, tactique de base, quand on a un projet comme ça, aller voir l'ADEME vite fait pour dire sur telle enveloppe il reste, etc. Et ça te permet de redonner ta temporalité dans le projet. On va dire, bah ouais, elle attend pas de bol, t'es deuxième semestre de 2014, il reste quasiment plus rien, vise un dépôt de dossier au premier trimestre 2015. Quoi. Nous, c'est classiquement les discussions qu'on a avec les techniciens de l'ADEME au niveau régional et qui savent parfaitement te répondre à ça. Donc, on sait faire de l'ingénierie de financement de projet avec les techniciens de l'ADEME. C'est ça qu'il faut voir. L'essayer, c'est adopter. Par contre, je pense que dès qu'on arrive dans les logiques d'AMI, alors là, le pouvoir de décision, il n'est pas régional. C'est des dossiers qui sont beaucoup plus compliqués. Et il faut savoir être, on est entre nous, il faut savoir avoir les bonnes connexions au niveau national, sans froisser les régionaux de l'étape. C'est dire, voilà. C'est décision du Premier ministre. C'est au niveau du Premier ministre. Après, bon, en Bretagne, on a un truc qui s'appelle Bretagne Mobilité Augmentée. C'est 12 millions d'euros. Sur expérimentation de nouvelles mobilités, tout, etc. C'est pas 12 millions d'euros qui viennent. Le montant du projet global est 12 millions, qui doit être financé à hauteur de 4 à 6 millions dans les investissements d'avenir.